L'ancienne cité de Taposiris Magna est nichée quelque part le long de la côte nord de l'Égypte. De nos jours, elle a conservé très peu de sa gloire d'antan. Mais ce qui se trouve en dessous pourrait bien détenir la clé d'un célèbre mystère. Celui de Cléopâtre, l'une des reines d'Égypte les plus mémorables de l'histoire. Le tunnel récemment découvert est également connu comme un prodige de géométrie pour son époque. Des fouilles ont mis à jour une structure de 13 mètres de long enfouie dans le sol et partiellement immergée. Sa forme et ses techniques de construction sont semblables à celles du tunnel de Palinos. Une autre incroyable découverte de l'Antiquité. Ce dernier se trouve sur l'île de Samos, en Grèce, et a été réalisé en creusant simultanément à partir de 2 points, dans le but de les faire se rencontrer au milieu. L'utilisation des mathématiques et de la géométrie pour réaliser cet ouvrage était d'une précision stupéfiante pour l'époque, d'autant plus qu'il traverse une montagne de part en part. Les archéologues qui travaillent sur le site de Taposiris Magna depuis 2004 pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de Cléopâtre. Les indices qu'ils ont découverts jusqu'à présent semblent étayer cette théorie. Pour commencer, la ville et son temple ont été construits par l'un des ancêtres de Cléopâtre, Ptolémée II. Toute son architecture semble indiquer que la cité était dédiée à l'ancien dieu Osiris et à sa reine, Isis. Tout au long de son règne, Cléopâtre a cherché à s'associer à la déesse. Il ne serait donc guère surprenant qu'elle ait choisi cet endroit comme lieu de dernier repos. Les archéologues n'ont pas encore réussi à localiser le tombeau de Cléopâtre, mais les recherches se poursuivent avec l'aide de la technologie moderne. Pour mieux étudier cet emplacement, les chercheurs ont même eu recours à un dispositif spécial, appelé radar à pénétration du sol. Cet outil nous permet d'analyser ce qui se trouve sous la terre, sans avoir besoin de l'excaver. Comme ce tunnel est très ancien, les recherches doivent être menées avec la plus grande délicatesse. Voir des images de ce qui se trouve sous terre avant de commencer à creuser est incroyablement utile, et c'est ce que l'on fait ici depuis 2011. La découverte finale de la tombe de Cléopâtre pourrait nous aider à reconstituer son histoire. Surtout ce qui aurait pu se passer lors de la dernière partie de son règne, qui est encore entourée de mystères. Nous ne connaissons toujours pas la cause exacte de son décès. Certains pensent qu'elle aurait pu se laisser délibérément mordre par un cobra égyptien venimeux. D'autres ont suggéré qu'elle était tout à fait accoutumée au poison, en dissimulant même dans sa brosse à cheveux, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle ait choisi de l'utiliser sur elle-même. Nous avons beaucoup d'autres informations intéressantes sur Cléopâtre, qui sont tout aussi dignes d'intérêt, comme le fait qu'elle ait eu sa propre styliste. La plupart des images que vous avez vues représentant la célèbre reine montrent que ses yeux étaient cernés de colle noire. Ce look aurait été créé par Airas, une servante connue pour avoir été sa cosméticienne attitrée. Elle traçait une longue ligne de ses yeux jusqu'à ses tempes, une technique de maquillage encore utilisée aujourd'hui pour mettre les yeux en valeur. Airas aurait été une figure importante tout au long de sa vie, officiant également comme sa confidente et sa plus proche amie. Il existe même quelques théories qui suggèrent qu'Airas se tenait à ses côtés lorsqu'elle a mis fin à ses jours. Malgré ses tenues recherchées, Cléopâtre n'était pas aussi belle qu'on le décrit. Ou du moins, c'est ce que pointent des recherches récentes. Certes, si l'on regarde les films et l'iconographie moderne, elle est représentée comme une femme d'une extrême beauté, aux traits symétriques et délicats. Toutefois, si l'on examine les pièces de monnaie représentant son profil de l'époque, son apparence laisse beaucoup à désirer. Son image sur les pièces de monnaie a peut-être également été exagérée, pour donner à la reine une apparence plus reconnaissable aux yeux de son peuple. Ainsi, il n'existe aucune source véritablement fiable pour confirmer son aspect. Mais sa description dans la plupart des textes de l'Antiquité évoque ses autres qualités, comme son éloquence et sa personnalité, plutôt que sa beauté. Cléopâtre est peut-être la reine égyptienne la plus célèbre à ce jour, mais elle n'était pas non plus le premier choix. Elle avait une sœur aînée, Bérénice, qui n'aura que très brièvement occupé le trône. Cette dernière ayant été renversée après 3 ans de règne, Cléopâtre s'est donc habituée à endosser le rôle et a commencé à se consacrer à sa propre éducation. Elle voyageait fréquemment à travers le pays pour se familiariser avec son peuple et avec leurs besoins. Elle n'avait que 18 ans lorsque les rênes du pouvoir lui ont été transmises, et elle a immédiatement gagné en popularité en raison de sa grande intelligence et de son instruction. Son goût pour la littérature était également renommé. On savait qu'elle était friande des œuvres d'Homère, le célèbre poète grec. Cléopâtre aimait d'ailleurs autant écrire qu'elle aimait lire.
Il existe même des suppositions selon lesquelles elle aurait écrit un livre sur la médecine et les cosmétiques, mais nous n'avons aucune preuve à ce jour que ce travail ait jamais existé. Être une grande souveraine à cette époque signifiait qu'il était indispensable de parler plusieurs langues. Cléopâtre l'avait clairement compris. Et c'est pourquoi il se murmure qu'elle en connaissait de nombreuses, à des degrés divers. Certains archéologues ont suggéré qu'elle maîtrisait le grec, l'égyptien et l'éthiopien, ainsi que de nombreux dialectes arabes. Elle aurait également pu parler latin, mais il y a peu de preuves pour soutenir cette hypothèse. Elle n'avait peut-être pas des traits angéliques, mais Cléopâtre faisait vraiment attention à son apparence, à commencer par son alimentation. Elle aimait les repas simples, notamment une variété de poissons. Étant donné qu'elle vivait près de la mer Méditerranée, ce n'est vraiment pas une surprise. En guise de friandises, elle raffolait des pigeons farcis, qu'elle servait également à ses invités. D'autres plats au menu comprenaient des légumes et de la soupe de fèves. Les fruits et les noix n'étaient pas en reste dans son alimentation, et elle était également une grande amatrice de miel. Récemment, une équipe d'experts a même essayé de reproduire son célèbre parfum. Voyez cela comme l'équivalent antique du Chanel numéro 5. Cléopâtre était connue pour être une grande amatrice de parfums luxueux, dont elle croyait même qu'ils pouvaient influer sur la manière dont les gens la percevaient. La base de ce parfum est la myrrhe, une résine récoltée sur un arbre local. D'autres ingrédients ajoutés au mélange étaient également répandus à l'époque, comme la cardamome, l'huile d'olive et la cannelle. Le résultat peut ne pas être aussi fragrant que les parfums que nous connaissons et employons aujourd'hui. Sa consistance était beaucoup plus épaisse, mais le parfum durait beaucoup plus longtemps. Quand elle était à l'apogée de sa gloire, Cléopâtre aurait bien pu être la personne la plus riche au monde. À cette époque, elle régnait sur un territoire qui s'étendait à travers la Méditerranée, de la Libye actuelle à l'ouest, en passant par l'Égypte jusqu'à la Syrie tout à l'est. À l'époque, c'était le plus grand territoire jamais dirigé par une femme. En monnaie d'aujourd'hui, sa fortune aurait donc pu avoisiner les 95 milliards de dollars. Les calendriers que nous utilisons aujourd'hui ont peut-être été introduits par Cléopâtre elle-même. C'est elle qui aurait présenté l'idée des années bissextiles et des jours intercalaires à Jules César, le général romain avec lequel on sait qu'elle était très proche. Suivant ses conseils, César aurait fait de ces ajustements une partie intégrante du calendrier romain. Les anciens Égyptiens savaient déjà que l'année était plus longue que 365 jours exactement. Ils ont découvert cela en étudiant l'étoile la plus brillante dans le ciel, appelée Sirius, et en ont conclu qu'une année durait en réalité 365 jours et un quart. C'est Elizabeth Taylor qui a fameusement introduit Cléopâtre dans l'imagerie populaire, lorsqu'elle l'a interprétée dans le film du même nom en 1963. À ce moment, il s'agissait du film le plus coûteux jamais produit. Il n'était censé coûter qu'environ 2 millions de dollars, mais a fini par engloutir l'incroyable somme de 44 millions. C'était principalement dû à des problèmes de scénario et de production. Pour réaliser ce film emblématique, les producteurs ont dû créer 79 décors de toutes pièces, ainsi que plus de 26 000 costumes pour le reste du casting. Rien que les costumes de Cléopâtre d'Elizabeth Taylor ont coûté environ 2000 dollars. Heureusement pour les producteurs, le film a fait les gros titres et a été très bien accueilli par la critique, ce qui en fait un succès au box-office. Certains associent Cléopâtre à un autre célèbre souverain d'Égypte, le pharaon Toutankhamon. C'est une erreur. Car hormis le fait qu'ils aient en tous deux été des pharaons égyptiens, ils n'ont rien d'autre en commun. Pour commencer, Toutankhamon a vécu environ 1300 ans avant Cléopâtre. Et ils ne partageaient même pas la même ascendance. Cléopâtre avait des racines grecques macédoniennes, tandis que Toutankhamon était un Égyptien du pur souche. Stonehenge n'était pas un sanctuaire mystique permettant de voyager à travers le temps. Il fut en réalité édifié dans l'espoir de façonner un avenir différent. De récentes recherches ont révélé que ce monument aurait probablement été conçu comme un moyen de rassembler les Bretons insulaires durant une période de division. L'élément central de cette hypothèse repose sur la pierre de l'autel, la plus emblématique du site. Pendant des années, les scientifiques ont supposé que les pierres composant Stonehenge, dont la pierre de l'autel, provenaient des collines de Preseli, situées non loin, dans le pays de Galles. Ainsi, le site aurait été l'œuvre d'une communauté locale, en l'occurrence des peuples néolithiques
ayant exploité des matériaux facilement accessibles pour ériger un tertre cérémoniel, un calendrier solaire et un site funéraire réunis en un seul lieu. Cette certitude a été ébranlée par une découverte majeure. En 2018, des études avancées ont révélé que la pierre de l'autel provenait en réalité de la région de la Tay, dans le nord-est de l'Écosse, soit à plus de 640 km du site de Stonehenge. Des pierres similaires ont été identifiées dans des monuments écossais. En effet, la pierre de l'autel appartient à la catégorie des pierres couchées, disposées à l'horizontale. Or, ces structures se retrouvent fréquemment dans des cercles mégalithiques en Écosse et sont une particularité propre à la région. Cette découverte a suscité de nouvelles réflexions parmi les archéologues. Peut-être Stonehenge ne se limitait-il pas à un projet local, mais représentait-il plutôt une entreprise commune impliquant diverses tribus réparties à travers toute la Grande-Bretagne. Pour mieux saisir cette hypothèse, il faut remonter à environ 3000 avant notre ère, une époque où la Grande-Bretagne ne constituait pas encore une entité politique unifiée. Elle était alors morcelée en une mosaïque de tribus, notamment issues d'Europe du Sud et de l'Est, chacune préservant ses propres traditions et croyances. En tant qu'île, la Grande-Bretagne a connu de nombreux bouleversements démographiques. Sa population était principalement composée d'agriculteurs, descendants de peuples venus du Moyen-Orient, qui s'étaient établis sur ces terres il y a environ 6000 ans. Ce groupe prospéra jusqu'en 2500 avant notre ère, moment où une nouvelle vague migratoire, originaire des régions correspondant aux actuels Pays-Bas et à l'Allemagne, fit son apparition. Ces nouveaux arrivants, désignés sous le nom de culture campaniforme, furent à l'origine d'un profond bouleversement démographique qui marqua la fin du néolithique et les périodes qui suivirent. Leur appellation provient d'un type distinctif de céramique qu'ils confectionnaient et qu'ils utilisaient notamment pour accompagner leurs défunts dans leur dernier voyage. Il est fort probable que les habitants autochtones aient mal accueilli ce repeuplement de leur territoire. Selon les chercheurs, Stonehenge aurait ainsi été érigé comme une tentative de rassemblement des populations néolithiques originelles et de réaffirmation de son emprise identitaire sur ces terres en mutation. L'édification du site aurait nécessité des efforts considérables, notamment pour transporter la pierre de l'autel depuis l'Écosse, sans bénéficier d'avancées technologiques comme la roue. Certes, celle-ci avait déjà été inventée en basse Mésopotamie, mais faute de connexion au débit, les Bretons de l'âge de pierre en ignoraient encore l'existence. Face à cette crise territoriale, les communautés locales auraient mobilisé leurs ressources pour déplacer cette pierre jusqu'à la plaine anglaise de Salisbury, dans une tentative de réunification symbolique. Stonehenge n'a pas été construit d'un seul tenant. Son histoire remonte à environ 3000 avant notre ère, époque où le site se réduisait à un simple fossé circulaire bordé d'un talus, une structure connue sous le nom de henge. En son centre, des rondins de bois avaient été érigés, accompagnés peut-être de sculptures totémiques. Ce premier état du monument n'était pas encore marqué par la présence de pierres. Il servait vraisemblablement de lieu rituel et de sépulture. Des fosses de crémation datant de cette période y ont été mises au jour, faisant de Stonehenge le plus ancien site funéraire connu de Grande-Bretagne. Ce n'est qu'aux alentours de 2600 avant notre ère que les pierres bleues firent leur apparition. Cette appellation peut prêter à confusion, car ces roches ne sont pas vraiment bleues. Toutefois, lorsqu'elles sont fraîchement fracturées, elles révèlent la teinte bleuâtre qui leur a valu ce nom. Ces roches plus modestes proviendraient vraisemblablement des monts Preseli, situés dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Certains chercheurs avancent que les peuples anciens attribuaient aux pierres bleues des vertus curatives. Dès lors, il n'est pas anormal de supposer que cette croyance ait motivé les efforts considérables pour les acheminer jusqu'aux plaines de Salisbury. Vers 2500 avant notre ère, Stonehenge commence à prendre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est à cette période que les imposantes pierres de Sarsen font leur apparition. Ces blocs colossaux, qui composent le célèbre cercle extérieur du monument, peuvent peser jusqu'à 25 tonnes chacun, soit l'équivalent de 3 éléphants d'Afrique empilés. On suppose également que c'est à ce moment-là que la pierre de l'autel aurait été transportée depuis l'Écosse pour être placée au cœur du site. La pierre de l'autel est la plus imposante des pierres bleues utilisées dans l'édification de Stonehenge. Aujourd'hui, elle repose à l'horizontale, au pied du plus grand trilithe du monument. Pour rappel, les trilithes désignent ces structures formées de 2 menhirs surmontés d'une pierre horizontale, constituant ainsi les arches les plus reconnaissables du site. C'est ici que l'histoire prend une tournure inattendue. Pendant près d'un siècle, les scientifiques ont cru que la pierre de l'autel provenait des collines de Preseli.
tout comme les autres pierres bleues. Cela semblait logique. Si ces blocs étaient déjà transportés depuis le pays de Galles, pourquoi ne pas y prélever aussi une pierre particulière pour en faire un autel? Toutefois, cette théorie s'est effondrée en 2018, lorsqu'une équipe de chercheurs a approfondi les analyses. Grâce à des techniques géochimiques avancées, ils ont pu déterminer avec précision l'origine du grès constituant la pierre de l'autel. Il s'est avéré que celle-ci ne provenait pas du pays de Galles. Les résultats ont, en réalité, orienté les chercheurs vers le nord, plus précisément vers le bassin des Orcades, dans le nord-est de l'Écosse, à 640 km de Stonehenge. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de l'histoire du site. Mais comment ces pierres ont-elles été transportées sur une telle distance? Une ancienne hypothèse appelée « route de glace » suggère qu'elles auraient pu être déplacées grâce à des chemins glacés naturels formés en hiver, permettant de les faire glisser sur de longues distances. Toutefois, pour un trajet excédant les 160 km, cette théorie semble peu réaliste. Quoi qu'il en soit, cette hypothèse a été réfutée, car le climat de l'époque était plus chaud qu'aujourd'hui. Une autre théorie suggère que les pierres auraient été acheminées par voie fluviale, flottant depuis la carrière jusqu'au site. Toutefois, les blocs de sarsen sont bien trop massifs pour pouvoir être transportés ainsi. Cette théorie s'effondre donc. En définitive, nul ne sait avec certitude comment ces pierres ont été acheminées. Les recherches menées à Stonehenge ont également révélé des informations fascinantes. Un relevé laser récent a permis d'identifier différentes techniques de taille de la pierre et a mis en évidence des écarts notables dans la finition du monument. Certaines sections ayant manifestement fait l'objet d'un soin particulier. On a notamment constaté que la face nord-est et les surfaces internes des trilithes centraux avaient été soigneusement polies. À titre d'information, le terme trilithe, d'origine grecque, signifie simplement « trois pierres ». Mais peut-être êtes-vous plus coutumier des dolmens qu'affectionne particulièrement l'irréductible Obélix? Toutefois, la véritable énigme, et sans doute la raison de la renommée mondiale de Stonehenge, réside dans sa fonction première. L'ensemble de son agencement semble avoir été méthodiquement conçu pour s'aligner avec les cycles solaires. L'architecture du site est particulièrement en phase avec les solstices, ces moments où l'on observe les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Lors du solstice d'été, le soleil se lève dans un alignement parfait avec la Hillstone, projetant ses rayons directement au centre du cercle de pierre. Un spectacle grandiose, qui devait impressionner son ancien public. C'est toutefois le solstice d'hiver qui semble avoir un lien privilégié avec la pierre de l'autel. Ce jour-là, au moment du coucher du soleil, les rayons viennent précisément s'aligner avec cette pierre centrale. Pour ces bâtisseurs, cet alignement allait bien au-delà d'un simple phénomène astronomique. Il portait sans doute une signification spirituelle et ancestrale profonde. La pierre de l'autel, baignée par la lumière du couchant, pouvait être perçue comme un passage entre les mondes. Un lien entre les vivants et leurs ancêtres, entre la Terre et le cosmos, entre le présent et l'éternité. Dans une époque dépourvue de calendrier, d'horloge ou de moyens de prévision météorologique, les solstices rythmaient l'existence. Ils régissaient les cycles agricoles autant que les rites spirituels. Ainsi, Stonehenge n'était pas seulement une prouesse architecturale, mais peut-être aussi une manière de préserver et d'honorer un héritage ancestral au sein d'un monde en perpétuelle transformation. Vous avez peut-être vu cette vidéo virale où des youtubeurs ont dissimulé un trésor dans le triangle des Bermudes et où un inconnu a eu l'audace de partir à sa recherche. Il est reparti avec 10 000 $ en poche. Mais, soyons réalistes, son plus grand triomphe a sans doute été d'en sortir indemne. Cette zone maritime périlleuse, située entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, est tristement célèbre pour ses événements mystérieux et inexpliqués. On raconte que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'y sont volatilisés sans laisser de traces. Cela a donné naissance à de nombreuses théories, selon lesquelles cette région serait connectée à des forces mystiques ou à des vortex capables d'entraîner les objets vers d'autres dimensions. Cependant, un scientifique australien du nom de Karl Kruszelnicki pourrait bien avoir élucidé le mystère du triangle des Bermudes. D'après lui, la majorité des légendes et de ces disparitions troublantes peuvent être attribuées à deux causes principales. Le premier facteur mis en avant est l'erreur humaine. Une des théories réfutées par Kruszelnicki concerne le vol tragique de l'escadrille 19. En 1945,
5 avions de la marine américaine ont décollé pour une mission d'entraînement de routine en Floride. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce qu'après 90 minutes, le commandant de l'escadron signale qu'ils étaient perdus. Puis, soudainement, pouf, ils ont simplement disparu. Malgré l'une des plus vastes opérations de recherche aérienne et maritime de l'histoire, aucune trace de l'escadrille 19, ni de ses 14 membres d'équipage, n'a été retrouvée à ce jour. Ce qui continue de susciter l'étonnement à propos de cet incident, c'est que les conditions météorologiques lors du départ étaient particulièrement favorables. Une journée relativement chaude, des nuages légers et cotonneux parsemant le ciel, et une brise venant du sud-ouest. Rien qui ne sorte de l'ordinaire pour une mission d'entraînement. Alors, qu'est-il vraiment arrivé? Il s'avère que, bien que le chef d'escadrille ait accumulé plus de 2000 heures de vol, il était un assez piètre pilote. À vrai dire, un pilote vraiment médiocre. D'après Kruszelnicki, le commandant était si mauvais en navigation qu'il s'était déjà égaré en mer à au moins 2 reprises avant l'épisode de l'escadrille 19. Ce jour fatidique, il avait même tenté de trouver quelqu'un pour le remplacer. Sans succès, ce qui s'est malheureusement avéré tragique pour tout son escadron. Après avoir mené à bien leur exercice de vol, les 2 boussoles de bord ont subitement cessé de fonctionner. Sur la fréquence radio de la patrouille, sa voix angoissée affirmait qu'ils survolèrent des terres. Plus précisément, il était persuadé de se trouver au-dessus des quais de Floride. Pourtant, cela défiait toute logique. Moins d'1 heure avant, il avait survolé, comme prévu, les hauts fonds de Henson Chicken aux Bahamas. Mais il était à présent convaincu que son avion avait inexplicablement dérivé sur plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre les Keys de Floride. Une erreur monumentale. Selon les hypothèses les plus crédibles, ce qu'il pensait être les Keys de Floride n'était en réalité qu'un groupe de petites îles des Bahamas. C'est là que les choses ont pris une tournure dramatique. Au lieu de corriger sa trajectoire et de revenir vers l'ouest en direction de la Floride, il a continué à voler vers l'est, s'aventurant davantage dans l'océan Atlantique. À court de carburant, son avion s'est abîmé et vous connaissez déjà la suite. Certains partisans de théories alternatives affirment qu'une force malveillante aurait perturbé les 2 boussoles, provoquant leur dysfonctionnement au-dessus de cette région prétendument maudite. Cependant, il faut bien l'admettre, même si une telle hypothèse s'avérait exacte, l'erreur humaine reste le facteur déterminant dans cette tragédie. Le pilote n'aurait jamais dû confondre les îles des Bahamas avec les Keys de Floride, pointe à la ligne. Passons maintenant au second facteur qui, selon Kruszelnicki, explique une grande partie des disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes. Les conditions météorologiques défavorables. De nombreuses tempêtes tropicales et ouragans de l'Atlantique traversent directement le triangle des Bermudes. Avant l'ère des prévisions météorologiques avancées, ces phénomènes naturels étaient responsables de la perte de nombreux navires. Par ailleurs, le Gulf Stream, un puissant courant océanique, traverse également la région. Ce courant peut provoquer des changements météorologiques soudains et parfois spectaculaires. En y réfléchissant, ces facteurs naturels suffisent à expliquer une grande partie, voire la majorité, des disparitions signalées. Prenons l'exemple de l'USS Cyclops. En 1918, ce cargo imposant de 150 mètres et transportant environ 11 000 tonnes de manganèse a disparu sans laisser de traces. Il effectuait une traversée entre les Antilles et Baltimore avec 309 personnes à bord. Ce qui rend cette disparition encore plus troublante, c'est qu'aucun signal de détresse n'a été émis. Plus de 100 ans après les faits, le mystère reste entier. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Évidemment, cette disparition a donné lieu à toutes sortes de théories. L'une des hypothèses les plus répandues était qu'il aurait été pris dans une tempête soudaine et violente. Avec son lourd chargement de manganèse, le navire aurait pu chavirer et couler en un temps record. D'autres spéculent sur des phénomènes sous-marins, tels que des glissements de terrain ou une vague scélérate. Quand on y pense, cette hypothèse n'est pas si farfelue. D'après Kruszelnicki, le triangle des Bermudes n'est pas seulement une zone sujette aux intempéries. Il illustre également la puissance brute de l'océan. Le fond marin y atteint des profondeurs impressionnantes, près de 9000 mètres, soit l'équivalent inversé du mont Everest. Une telle profondeur rend l'océan particulièrement apte à dissimuler des objets, transformant cette région en un lieu idéal pour des disparitions mystérieuses de navires et d'avions. Notre expert indique qu'il existe une très faible probabilité que des phénomènes encore plus inhabituels se produisent sous les vagues du triangle des Bermudes, en lien avec l'hydrate de méthane. Ce terme désigne un composé semblable à de la glace,
qui se forment sous l'eau ou dans des environnements très froids, avec du méthane gazeux piégé à l'intérieur. Parfois, ces structures peuvent se désagréger, libérant des bulles à la surface. Et cette remontée de bulles peut s'avérer fatale, tout du moins pour les navires. Des expériences menées sur des modèles réduits de bateaux ont démontré que lorsqu'un volume important de bulles remonte à la surface, la densité de l'eau diminue, ce qui compromet la capacité d'un navire à flotter. Si ces bulles couvrent rapidement une large zone, le bateau peut perdre sa flottabilité, le faisant chavirer ou couler. Cela dit, la probabilité qu'un tel scénario se produise reste extrêmement faible. En fin de compte, l'erreur humaine et les conditions météorologiques défavorables sont probablement les deux facteurs principaux derrière les mystères attribués à cette mer prétendument maléfique. Mais en réalité, le triangle des Bermudes n'a rien d'extraordinaire. Bien que cette région ait une renommée considérable, il n'existe aucune carte officielle délimitant clairement ses frontières et affirmant « Voici, précisément, où se situe le triangle des Bermudes ». C'est d'ailleurs l'une des raisons du problème. Des disparitions ou événements inexpliqués survenant bien au-delà de cette zone sont souvent associés à tort au triangle, comme ce fut le cas pour le Mary Celeste. En 1872, ce navire a été retrouvé parfaitement intact, mais sans trace de son capitaine, de sa famille, ni de son équipage. Face à ce mystère, beaucoup ont évoqué l'idée d'un vaisseau fantôme lié au triangle des Bermudes. Cependant, un détail ne concorde pas. Le Mary Celeste avait été abandonné à environ 650 km à l'est des Açores, soit dans une zone complètement différente de l'Atlantique. À ce stade, le fameux triangle s'est transformé en trapèze pour inclure une immense portion de l'Atlantique Nord. Ce que nous voulons dire, c'est qu'une fois que les gens commencent à croire en l'existence d'une zone dangereuse, le biais de confirmation s'installe. Pour autant, la réalité est que le triangle des Bermudes est traversé quotidiennement par un trafic maritime et aérien considérable. Et d'après les experts, le pourcentage d'incidents qui s'y produisent serait globalement similaire à celui observé ailleurs dans le monde. Certaines années, ce chiffre peut être légèrement plus élevé, d'autres fois plus bas, mais en moyenne, il reste constant. Avec cette perspective, il semble qu'il soit temps de laisser derrière nous ces théories extravagantes autour du triangle des Bermudes. Du moins, jusqu'à ce que la prochaine disparition étrange ne se produise. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Bigfoot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice.
Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace, mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev,
où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. Il fait sombre et chaud, et il est difficile de respirer profondément sous terre dans la mine de Karove, au cœur du Botswana. Votre quart de travail a commencé il y a déjà plusieurs heures, et pourtant, le caillou que vous tenez entre vos mains ne semble pas prometteur. D'un autre côté, il y a une infime chance que ce soit le plus gros diamant que vous ayez jamais trouvé. Vous décidez d'en informer vos patrons canadiens de Lucara Diamond Corp. Et bingo! La pierre que vous avez trouvée s'avère être un diamant époustouflant de 2492 carats, le deuxième plus gros jamais découvert. Or, la taille moyenne des bagues de fiançailles est d'1,7 carat. Cela signifie que ce seul diamant pourrait suffire à fournir des bagues à plus de 1465 mariés. Vous pouvez comparer la taille de cette pierre précieuse à celle d'un poing. Et le poids de ce joyau inestimable dépasse les 400 grammes. Sa valeur n'a pas encore été déterminée. Mais pourquoi ne pas faire quelques suppositions? Ainsi, un autre diamant de la même mine, qui porte le nom de Constellation, a été vendu 63 millions de dollars en 2016. Et il ne faisait que 813 carats, soit moins d'un tiers de la taille de ce nouveau diamant. Le seul autre diamant découvert qui soit plus gros est le célèbre diamant Cullinan. Il a été trouvé en Afrique du Sud en 1905 et faisait 3106 carats. Maintenant, calculez combien de bagues de fiançailles nous pourrions en tirer et écrivez le nombre dans les commentaires. Malheureusement, il a ensuite été taillé en plusieurs diamants plus petits. Et certains de ces fragments font maintenant partie de la couronne britannique. Fait intéressant, il existait autrefois une pierre encore plus grosse qui ressemblait à un diamant noir appelé Carbonado. Il avait été découvert à la surface du sol au Brésil à la fin des années 1800. Et le plus cool, c'est qu'il pourrait provenir d'une météorite. Le Carbonado Sergio, qui est le nom de la pierre découverte, a été divisé en petits morceaux. Il voulait en faire des mèches de forage industrielles, car c'est l'un des matériaux les plus résistants sur Terre. Ce nouveau diamant a en fait été trouvé à l'aide d'une technologie de pointe. L'entreprise a utilisé un appareil à rayon X appelé Mega Diamond Recovery X-Ray Transmission pour détecter la pierre. Ce n'est pas le premier diamant record que Lucara a trouvé dans la mine de Karowe. En 2019, ils ont découvert le diamant Sewelo, qui faisait 1758 carats. À l'époque, il s'agissait du deuxième plus gros diamant au monde. La marque de luxe Louis Vuitton a ensuite acheté la pierre pour une somme non divulguée. Et avant cela, en 2015, ils ont trouvé le diamant Lesedi Larona dans la même mine. Il faisait 1109 carats et a rapporté 53 millions de dollars à l'entreprise en 2017. Les diamants ne sont pas la seule chose étonnante que l'on peut trouver dans le sol. Plus vous creusez profondément, plus vous avez de chances de découvrir des objets rares, comme un rouge à lèvres ancien par exemple. Il s'agirait du plus vieux rouge à lèvres du monde. Il aurait environ 5000 ans. Ce rouge à lèvres d'un rouge profond a été trouvé dans une fiole en pierre, dans le sud de l'Iran. La fiole a été découverte en 2001, mais il a fallu du temps aux chercheurs pour comprendre de quoi il s'agissait. La raison, c'est qu'il ne s'agit pas d'un rouge à lèvres moderne en tube. Les gens l'appliquaient probablement avec un pinceau. Les chercheurs sont ravis,
car cette découverte pourrait nous donner un aperçu de ce que les femmes de l'âge du bronze faisaient pour se démarquer. Dans les sociétés d'élite, elles appliquaient probablement ce rouge à lèvres pour un effet glamour et afficher leur statut social élevé. Voici maintenant l'histoire de la fiole. Elle provient d'un cimetière du 3e millénaire avant notre ère et est liée à la puissante civilisation mésopotamienne. Cette civilisation était très importante à l'époque. Le cimetière a été découvert après une inondation et, malheureusement, de nombreux objets ont été volés. Mais heureusement, les autorités ont réussi à récupérer cette pièce unique. La fiole a attiré l'attention des scientifiques car elle était différente des autres objets qu'ils avaient retrouvés. Normalement, ils trouvèrent des substances grises et compactes dans des récipients similaires. Mais lorsqu'ils ont ouvert celui-ci, une fine poudre s'est répandue. Elle était de couleur gris-violet foncé, ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Lorsque les chercheurs ont analysé la poudre, ils ont découvert qu'elle était composée d'hématite, ce qui lui donnait cette couleur rouge foncé intense. Elle contenait également d'autres ingrédients, comme des huiles végétales et des cires, ce qui la rendait très similaire à ce que l'on trouve dans un rouge à lèvres moderne. Apparemment, à l'âge du bronze, le maquillage était un signe de luxe et de statut social élevé dans cette région. Il était un signe de richesse et de pouvoir, en particulier dans les cercles d'élite. D'ailleurs, les chercheurs ne peuvent pas affirmer avec certitude qu'il s'agit du plus ancien rouge à lèvres au monde. Qui sait, quelque chose de plus ancien pourrait apparaître un jour. Et si on allait en Bulgarie tout de suite pour faire des fouilles? Ah, attendez! Pas besoin de prendre une pelle et de vous salir les mains. Une découverte incroyable vous attend déjà. Là-bas, ils ont trouvé une grande statue en marbre. Elle mesure près de 2 mètres de haut, qui pourrait représenter Hermès, une divinité grecque. Mais le plus fou, c'est qu'elle a été enterrée dans un ancien égout pendant environ 2000 ans. La statue est en très bon état, surtout la tête, qui est super bien conservée. Il y a quelques fissures au niveau des mains, mais dans l'ensemble, elle se trouve dans un état incroyable, selon le directeur scientifique des fouilles. Voici comment ils ont trouvé la statue. L'équipe effectuait des fouilles de routine dans le sud-ouest de la Bulgarie, près de la frontière grecque. Cette région faisait autrefois partie de l'ancienne ville d'Hérakléa Sintika, qui remonte au IVe siècle avant notre ère. En creusant, les chercheurs sont tombés sur le pied en marbre de la statue. À partir de là, ils ont soigneusement mis au jour le reste de la statue. Ce fut une véritable surprise pour eux, car ils ne s'attendaient pas à trouver quelque chose de ce genre. En ce moment, l'équipe s'efforce de retirer la statue des égouts sans l'endommager. Elle est très lourde. Ils utilisent donc une grue pour la soulever, et puis ils la transporteront au musée d'histoire de Pétrec. Une fois restaurée, ils prévoient de l'exposer. Les experts sont très enthousiastes. Cette découverte pourrait nous en apprendre beaucoup sur la culture de Hérakléa Sintika, qui n'est pas un site antique très connu. Maintenant, si vous rêvez de faire des découvertes comme celle-ci mais que vous n'avez pas de diplôme, ne vous découragez pas. Même un amateur peut faire une découverte scientifique. Par exemple, vous pourriez trouver un dodécaèdre romain. C'est un objet métallique étrange et mystérieux à 12 faces, de la taille d'un pamplemousse. Et personne ne sait vraiment à quoi il servait. Les historiens se creusent la tête à ce sujet depuis des siècles. Ce dodécaèdre a été découvert l'été dernier dans le champ d'un agriculteur près de Norton Disney, à environ 56 km au sud-est de Sheffield. Un groupe de bénévoles avait déjà trouvé des pièces de monnaie et des broches romaines dans la région, et savait donc que le champ pouvait receler d'autres trésors. Une étude géophysique avait révélé des zones souterraines où le champ magnétique terrestre était perturbé, ce qui indiquait que quelque chose pouvait être caché. L'équipe a commencé à creuser des tranchées au cours d'une fouille de 2 semaines. L'avant-dernier jour, dans la tranchée 4, quelqu'un repéra le dodécaèdre. Richard Parker, le secrétaire du groupe, se trouvait non loin, occupé à faire du thé lorsqu'il entendit un cri. Ils étaient tous sous le choc car ils n'avaient pas trouvé beaucoup de métal, et puis, boum, cet objet impressionnant a fait son apparition. Ce qui est encore plus cool avec ce dodécaèdre, c'est qu'il est complet, ce qui est rare. La plupart de ceux qu'on avait découverts étaient cassés ou incomplets. De plus, il est plus grand que les autres. Les dodécaèdres romains peuvent être aussi petits qu'une balle de golf, mais celui-ci fait plutôt penser à un pamplemousse. Aujourd'hui, il est exposé dans un musée local. Jusqu'à présent, plus de 100 dodécaèdres ont été découverts dans le nord-ouest de l'Europe,
principalement dans d'anciens territoires romains, comme les régions gallo-romaines. Ils datent d'une période comprise entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Chacun d'entre eux est constitué d'une coque métallique creuse, généralement en bronze. Il comporte 12 faces avec des trous de taille différentes sur chaque face. Autour des trous, des anneaux concentriques sont gravés dans le métal, et à chaque angle où les faces se rejoignent se trouve un petit tenon. Ils ne portent aucune inscription et ne sont mentionnés nulle part dans les textes romains. C'est pourquoi personne ne sait à quoi servaient ces dodécaèdres. Il existe de nombreuses théories. Il pouvait s'agir de jouets, de dés, de têtes de massue, ou même d'outils de mesure des distances dans l'artillerie romaine. Certains pensent même qu'on s'en servait pour tricoter des gants, ou même pour calculer les dates, à l'aide des étoiles. Mais la plupart de ces idées ne sont pas vraiment fondées. Le mystère reste donc entier. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Il modelait ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts.
Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon. Mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Haï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Haï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Haï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. Si quelqu'un invente enfin le voyage dans le temps et que vous vous rendez dans le passé, vous ne reconnaîtrez pas la plupart des choses que vous connaissez et aimez aujourd'hui. La Statue de la Liberté et les pyramides d'Égypte, certains gadgets de base comme la télécommande et votre ordinateur portable, et même le maïs que vous mangez au déjeuner ont tous changé au point d'être méconnaissables. Lorsque les pyramides ont été construites en Égypte ancienne, à Gizeh et dans d'autres lieux, elles n'avaient pas du tout cet aspect brun sablonneux. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc. Quand on les regardait sous le soleil brûlant d'Afrique, on était obligé de détourner le regard tant elles étaient lisses et brillantes.
les bâtisseurs utilisèrent environ 6 millions de tonnes de calcaire pour la seule grande pyramide de Gizeh. C'est la plus grande de celles qui sont encore debout. Les souverains locaux étaient plutôt économes et ils réutilisèrent certaines des pierres de revêtement pour d'autres projets de construction. Un tremblement de terre massif survenu au XIVe siècle détacha également une partie des pierres. Vous ne verrez donc pas beaucoup de calcaire, mais il y en a encore au sommet de la pyramide de Khéphren à Gizeh. On dirait une deuxième pointe au-dessus de la première. Dans l'Antiquité, toutes les pyramides étaient coiffées de pyramidions recouverts d'un mélange d'or et d'argent. La plupart ont été perdus au fil des siècles, mais vous pouvez encore en voir quelques-uns dans les musées. Ils représentent des divinités égyptiennes. Les pyramides ont probablement été conçues d'après une pierre pointue sacrée, le benben. Elle représentait les rayons du soleil. Soulever de lourdes pierres n'était pas si simple sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Je suppose que vous serez d'accord avec moi si vous avez déjà aidé vos amis à déménager au moins une fois et qu'ils vous ont fait porter le canapé. Mais les Égyptiens avaient pensé à tout et ont justement choisi la forme pyramidale car elle permet de répartir le poids uniformément sur l'ensemble de l'objet. La Statue de la Liberté a également subi une transformation majeure depuis son inauguration en 1886. Croyez-le ou non, elle était autrefois d'un brun brillant, comme un centime. 20 ans plus tard, elle est devenue verte. Ce n'était pas un effet de mode, mais une réaction chimique. La statue est recouverte de centaines de fines feuilles de cuivre. Lorsque le cuivre entre en contact avec l'air, il forme une couche protectrice appelée verre de gris. C'est pourquoi les statues et autres objets en cuivre, en laiton et en bronze peuvent durer si longtemps. Lorsque Lady Liberty est devenue verte, les autorités ont décidé que ce serait une bonne idée de la repeindre. C'était bien avant l'avènement des réseaux sociaux, et il n'était donc pas possible de laisser un commentaire furieux sous le post présentant cette idée. Mais les journaux locaux en ont parlé et le public n'a pas été d'accord. Le Times a ensuite interviewé un fabricant de cuivre et de bronze, qui a confirmé qu'il ne fallait pas la repeindre, car enlever cette couche protectrice reviendrait à détruire la statue. Au fil des ans, des gens ont suggéré à plusieurs reprises de repeindre Lady Liberty, mais personne ne l'a jamais fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à imaginer cette dame dans une autre couleur, alors je suppose que c'est mieux ainsi. Vous aimez les bananes autant que moi ? La prochaine fois que vous en dégusterez une bien juteuse, n'oubliez pas que vous devez cette texture à la culture sélective. À l'origine, les bananes sauvages contenaient beaucoup de grosses graines dures et peu de cette pulpe délicieuse. Et la pastèque sucrée, vous aimez ça ? Son histoire remonte à plus de 5000 ans. Autrefois, la chair de la pastèque était amère, d'un blanc jaunâtre, et il était très difficile de l'ouvrir. La culture sélective a encore sauvé la mise, et les pastèques sont devenues beaucoup plus sucrées. Les scientifiques japonais sont allés plus loin encore, et en ont inventé une version sans pépins. La grand-mère du maïs est une graminée mexicaine appelée théocinthe. Les grains de cette graminée étaient petits, et même plutôt rares. Il y a plusieurs milliers d'années, les agriculteurs ne conservaient donc que les graines des plantes les plus grandes, les plus savoureuses, ou dont les grains étaient plus faciles à moudre. Et nous les remercions de nous avoir donné ce délicieux maïs que nous consommons aujourd'hui. Et imaginez ça, les avocats sauvages étaient si petits qu'ils tenaient facilement dans une main. Leur noyau était si gros qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et leur coque était également beaucoup plus dure que celle des avocats modernes auxquels nous sommes habitués. Vous ne pourriez probablement pas accomplir beaucoup de travail aujourd'hui sans votre précieux ordinateur, mais je ne peux pas vous dire exactement à qui vous devriez dire merci pour cette invention. L'ABC de 1942 est l'un des prétendants au titre de premier ordinateur. C'est l'acronyme d'Atanasoff Berry Computer, nommé d'après ses inventeurs de l'Université d'État de l'Iowa. L'ABC pesait plus de 320 kg. Oui, le vôtre est certainement beaucoup plus léger. Cette machine était composée d'environ 300 tubes à vide et possédait un tambour rotatif, un peu plus grand qu'un pot de peinture, sur lequel se trouvaient de petits condensateurs. Un condensateur est un gadget capable de stocker une charge électrique, comme une batterie. L'ABC pouvait résoudre des problèmes comportant jusqu'à 29 variables différentes, ce qui permettait aux scientifiques de gagner du temps. Comme les ordinateurs modernes, il utilisait un système binaire, des 1 et des 0, pour représenter tous les nombres et toutes les données. Grâce à ça, il est devenu possible d'effectuer des calculs électroniquement.
Et maintenant, écoutez un peu ça. L'ABC effectuait une opération toutes les 15 secondes environ. À titre de comparaison, un ordinateur fait aujourd'hui des millions d'opérations par seconde. Contrairement à la technologie que nous utilisons de nos jours, l'ABC n'avait pas de programme enregistré modifiable. Un programme ne pouvait donc effectuer qu'une seule tâche à la fois. Un opérateur devait noter la réponse intermédiaire, puis la recomposer dans l'ordinateur. Voilà pourquoi je suis heureux de vivre au XXIe siècle. La télécommande que vous utilisez pour toutes sortes d'appareils ne date pas d'hier non plus. Nikola Tesla, qui nous a donné le courant alternatif, a conçu l'une des premières télécommandes sans fil en 1898. Il a baptisé son invention le téléautomaton et l'a présenté à l'aide d'un bateau miniature contrôlé par ondes radio. Le bateau était équipé d'une petite antenne métallique. Tesla envoyait des signaux au bateau à l'aide d'une boîte munie d'un levier et d'une clé télégraphique, sa version d'une télécommande. Ces signaux mettaient en mouvement les contacts électriques du bateau et faisaient bouger le gouvernail et l'hélice. Le concept de la télécommande s'est ensuite rapidement étendu à d'autres gadgets. La première télécommande de télévision est apparue en 1950. Elle a été conçue par la Zenith Radio Corporation, qui l'a baptisée LazyBone. Ça veut dire « gros paresseux ». La LazyBone était dotée d'un énorme câble relié au téléviseur. Ceux qui l'ont essayé ne sont pas tombés amoureux tout de suite de cette invention. Ils se prenaient les pieds dedans tout le temps. Pas très pratique, je vous l'accorde. Si vous habitez ou travaillez tout en haut d'un immeuble, cette invention est pour vous. Voici le premier ascenseur pour passagers. Il se déplaçait à la vitesse de 12 mètres par minute. Ce n'est pas très rapide, je sais, comparé au record d'aujourd'hui qui est de 12 mètres par seconde. Mais bon, il date de 1857 et a été construit à New York. Il s'agissait plus d'une attraction touristique que d'une nécessité. L'ascenseur fonctionnait à l'aide d'un moteur à vapeur caché dans le sous-sol d'un bâtiment de 5 étages. Mais il fut fermé 3 ans plus tard parce que le public ne l'appréciait pas. C'est à cette époque que Otis Tufts a déposé le premier brevet pour un chemin de fer vertical. Son invention comprenait un wagon équipé d'un banc pour que les gens puissent s'asseoir. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis, vous ne pensez pas? Ensuite, ils ont commencé à installer des ascenseurs dans les hôtels de luxe du monde entier. Il s'agissait de véritables salles très joliment décorées, avec des sièges rembourrés, des miroirs sur les murs et parfois même un petit lustre. Un opérateur fermait la porte et la cabine commençait sa très lente ascension. On l'utilisait car c'était à la mode. Ce n'était pas très rapide. Moi, j'ai toujours préféré les escaliers. C'est étrange quand on y pense. Il y a de vieux monuments romains qui ont duré des milliers d'années, tandis que nos bâtiments modernes ont tendance à tomber très vite en ruine. Comment les Romains ont-ils réussi à créer des structures aussi solides, nombre d'entre elles avec une conception tout aussi complexe? Des recherches récentes ont montré que les Romains utilisaient un type de mortier qui dispose d'une mesure supplémentaire de protection contre les éléments. Il peut même se réparer de lui-même lorsqu'il est mouillé. Cette découverte explique non seulement pourquoi ces bâtiments sont durés des milliers d'années, mais elle pourrait aussi nous aider à fabriquer un ciment plus résistant de manière plus naturelle. Une étude récente montre que les Romains utilisaient des cendres volcaniques dans leur mélange de mortier pour le rendre plus solide, surtout lorsqu'il était proche de l'océan où l'air est plus humide et peut naturellement causer plus de dommages. De nos jours, nous fabriquons du béton à partir de sable, de roches, d'eau, et d'un type spécial de ciment appelé le ciment Portland. Ce dernier est fabriqué en cuisant du calcaire, de l'argile et d'autres substances dans des fours extrêmement chauds qui atteignent plus de 70 degrés. Certes, cela crée un mélange bien homogène, mais il se fissure facilement et parfois il ne subsistait que quelques décennies. Cet incroyable béton romain présente une autre caractéristique intéressante. Il contient de petits morceaux blancs de calcaire, appelés clastes de chaux, qui demeurent à l'intérieur du béton et ne disparaissent pas avec le temps. Au début, cela peut ne pas sembler très attrayant, car il n'est pas aussi lisse que le béton que nous utilisons aujourd'hui. Et pendant de nombreuses décennies, les spécialistes ont estimé que la présence de ces petits morceaux de chaux dans le béton était néfaste en supposant qu'elle rendait les bâtiments moins résistants. Mais des chercheurs ont découvert que ces petits éclats aidaient en réalité le béton à se réparer de lui-même. J'aimerais pouvoir me réparer aussi facilement.
Ils ont remarqué que lorsque le béton se lézardait, il semblait magiquement remplir ses fissures d'une substance appelée carbonate de calcium, présente dans les clastes de chaux. Les Romains fabriquèrent leur béton en mélangeant du sable, des cendres volcaniques et de la chaux brûlée, puis en ajoutant de l'eau. Cela s'appelle le mélange à chaud. Lorsque l'eau et la chaux entrent en contact, ils produisent une réaction chimique qui fait que le mélange devient très chaud, jusqu'à 90 degrés. Cela provoque également la formation de ces minuscules morceaux de chaux. Maintenant, ce béton peut se fissurer, et lorsque de l'eau, de pluie ou de mer s'y infiltre, elle fait dissoudre le calcium dans le béton. Celui-ci se colle alors aux fissures et les referme. Un peu comme une croûte sur un bobo. Bien sûr, les chercheurs ont dû éprouver cette méthode, et ils ont donc fabriqué du mortier comme le faisaient les Romains. Peu de temps après, ils l'ont fissuré ici et là. Ils ont placé ce mortier fissuré sous l'eau, et après 1 à 3 semaines, les fissures avaient disparu. Inutile de dire que cela ne s'est pas du tout produit avec le béton fabriqué selon les méthodes modernes. Les Romains ne connaissaient pas la science qui se cache derrière la fabrication de leurs robustes mortiers, mais ils ont trouvé la bonne recette à force d'expérimentation sur une très longue période. Des archives anciennes montrent qu'ils ont employé cette recette pour construire des structures solides, notamment pour leurs navires, et ont continué à l'utiliser une fois qu'ils ont constaté son efficacité. Tous les bâtiments romains ne sont pas parvenus au XXIe siècle en parfait état. Le Colisée, par exemple, l'une des constructions romaines les plus célèbres au monde, était presque 2 fois plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Il a subi beaucoup de dommages au fil des siècles, pour finalement atteindre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un bâtiment assez ancien. Sa construction a commencé en l'an 70, sous le règne de l'empereur Vespasien. Avant qu'il ne lance la célèbre marque de scooter qui porte désormais son nom. Tu sais, les Vespa? Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, depuis son inauguration, le Colisée a accueilli de nombreux événements, mettant en vedette les supplices des gladiators, ton a largue eventel d'animaux exotiques aux quels ont donné l'occasion de déjeuner tous ensemble. Malheureusement, tout a commencé à se dégrader en 217, quand un incendie a frappé les hauts parapets et une grande partie de l'intérieur du bâtiment. Il aura fallu tout un siècle pour terminer de réparer ces dommages. Tristement, la forme initiale du Colisée sera perdue à jamais. Un fort tremblement de terre s'en est suivi, et ça n'a pas aidé non plus. Ce dernier s'est produit dans le sud de l'Italie en 443. À ce moment-là, une partie considérable de l'enceinte extérieure du Colisée a été endommagée. Puis bien vite, lorsque les habitants ont commencé à rencontrer des difficultés, ils ont dû compter sur la vente de morceaux de marbre de l'ancien Colisée pour s'en sortir. Un autre tremblement de terre a eu lieu en 1349, qui a porté le coup le plus dévastateur au Colisée. C'est à ce moment-là que le côté sud du bâtiment s'est totalement effondré. Il a alors commencé à ressembler davantage au bâtiment que nous pouvons aujourd'hui admirer dans la capitale italienne. Tout n'est pas si mal, cependant. Certaines pierres qui avaient été ébranlées du Colisée ont été utilisées pour reconstruire d'autres monuments célèbres de Rome. Donc, d'une certaine façon, la partie manquante du Colisée ne manque pas du tout. Elle a juste été recyclée, dans toute la ville. Un des bâtiments qui présente des morceaux de pierre de l'ancien Colisée n'est autre que le Palazzo Venezia, un musée local. En parlant de bâtiments étranges, tu as probablement déjà vu celui-ci, car c'est l'un des endroits les plus photographiés au monde. Tu peux voir en ligne des photos de personnes s'appuyant dessus, ou d'autres qui font ressembler le bâtiment à un cornet glacé. Ce célèbre monument italien est, l'as-tu deviné? Oui, la tour de Pise, et on dirait qu'elle est à 2 doigts de se répandre sur le sol. Si tu veux un jour la visiter, tu devras te rendre dans la ville italienne du même nom, près de la place des Miracles. Étrangement, ce bâtiment est plus célèbre pour son inclinaison gênante que pour son histoire ou sa fonction. En 1178, alors que la construction de la tour n'était pas encore achevée, les gens ont réalisé que le bâtiment commençait déjà à pencher, et c'était avant même qu'on ait atteint le 3e étage. Ils ont rapidement compris que ça n'avait rien à voir avec les plans du bâtiment ou les matériaux utilisés. Tout cela se produisait en raison du sol meuble et mouvant qui se trouvait sous la construction. De nos jours, nous savons que placer un bâtiment sur un sol composé d'argile, de sable fin et de sédiments n'est pas la meilleure idée. Mais à l'époque, les gens ne savaient pas comment déterminer cela avant de construire quoi que ce soit.
Avançons rapidement de quelques siècles, et il est devenu clair que cette tour de 55 mètres n'est pas seulement penchée. Elle tombe, et à un rythme considérable, de 2 mm par an. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais multiplie ça par des centaines d'années. Et, eh bien, regarde simplement les photos et tu comprendras. Cette tour penchée instable est aujourd'hui inclinée de près de 5 mètres par rapport à son axe. Alors, pourquoi ne s'est-elle pas complètement écroulée? Eh bien, principalement à cause de la physique. Son centre de gravité continue d'être situé dans la base de la structure, donc elle est plutôt bien ancrée. Elle est aussi constamment surveillée par les autorités locales pour s'assurer de préserver ce bâtiment unique aussi longtemps que possible. Le Panthéon est un autre très bon exemple de la façon dont les Romains comprenaient l'architecture. Il est également situé à Rome et a été initialement construit pour faire office de temple. La construction elle-même a été faite de mortiers de différentes épaisseurs et possède également une forme intéressante. À l'époque, les Romains croyaient que la terre était un disque qui était couverte par un ciel en forme de voûte. Donc, ils ont modélé le Panthéon en suivant cette idée. La lumière entrait dans le temple au travers d'un trou dans le dôme, se reflétant sur le sol et les murs, et montrant la course du soleil. C'est également l'un des monuments romains antiques les mieux conservés. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux autres bâtiments aient été conçus pour lui ressembler. Rien qu'aux États-Unis, le Capitole, le Jefferson Memorial et la National Gallery de Washington sont tous censés avoir été inspirés par cette construction antique. Le célèbre peintre Michel-Ange était si impressionné par ce monument qu'il croyait qu'une force surnaturelle avait dû présider à sa construction. L'endroit où il se trouve est également très particulier en raison de l'histoire qu'il recèle. Selon la légende, c'est de cet endroit précis que le fondateur de Rome, Romulus, se serait élevé à dos d'aigle jusqu'au rang de Dieu. Un peu comme Gandalf en somme. Non? Bon, sur ce, je file. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base.
C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant. La voie du buffle d'eau. Au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement.
Deux de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bess. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. Avez-vous déjà vu des balles de cricket âgées de 3 milliards d'années? Les sphères de Klerksdorp, découvertes dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ont secoué la communauté scientifique. Elles ressemblent en effet à de petites balles de cricket anciennes, avec des lignes similaires à des coutures autour du milieu. Dans les années 80, certains ont prétendu que ces sphères avaient été fabriquées par une civilisation antédiluvienne dont nous ignorions tout. Un conservateur de musée a même raconté qu'elles tournaient d'elles-mêmes dans leurs vitrines. Et une émission de télévision a également invité un voyant qui affirmait que ces sphères étaient les fragments d'un ancien vaisseau spatial. Mais selon les géologues, ces sphères sont en fait des concrétions assez courantes, ou des objets sphériques formés à partir de minéraux différents de ceux de la roche environnante. Ces lignes semblables à des coutures ne sont que les empreintes des couches de la roche d'origine accumulées au fil du temps. Les sphères de Klerksdorp présentent différentes formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques distincts. Concernant l'épisode où l'une de ces sphères aurait tourné d'elle-même, le conservateur du musée de Klerksdorp a également apporté une clarification. Il a expliqué que lorsqu'il avait placé l'une des sphères en vitrine lors de la visite d'un journaliste, cette dernière avait légèrement pivoté en raison de sa forme. De plus, la région où se trouve le musée subit fréquemment des secousses dues aux activités minières à proximité. Les empreintes de pas humanoïdes les plus anciennes pourraient n'en pas dater de 6 millions d'années. Elles ont été découvertes sur l'île de Crète en 2002. Si cette datation est correcte, cela signifierait que les ancêtres des premiers humains auraient pu migrer entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus tôt que nous ne le pensions auparavant. Cela ne remet pas en cause l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mais pourrait simplement prouver que nos ancêtres primitifs se déplaçaient déjà entre les continents. Certains chercheurs pensent que ces empreintes auraient été laissées par une créature bipède, possiblement liée à un ancêtre humain surnommé El Greco. D'après les scientifiques qui les ont étudiées, ces empreintes présentent une forme très similaire à celle de l'homme, avec 5 orteils et un gros orteil parallèle. Toutefois, certains demeurent sceptiques et suggèrent que ces empreintes appartiendraient plutôt à un singe européen tardif. Une nouvelle étude a analysé des micro-organismes marins fossilisés dans les roches sédimentaires pour dater ces empreintes et confirmer qu'elles remontent effectivement à 6 millions d'années. La prochaine découverte fascinante qui captive les scientifiques est le pot de Dorchester. Ce récipient de métal, magnifiquement façonné, est orné de motifs géométriques élaborés en argent. Découvert à Dorchester, quelle surprise, en 1852, dans des circonstances plutôt inhabituelles, le pot s'est brisé en 2 morceaux lors d'une puissante explosion. Les scientifiques pensent qu'il était à l'origine encastré dans une roche ou un bloc connu sous le nom de poudingue. La roche d'où provient le pot de Dorchester date d'environ 500 millions d'années, ce qui pourrait indiquer que le pot lui-même est tout aussi ancien. Toutefois, la théorie actuelle, et bien moins excitante, suggère que le pot de Dorchester ne serait qu'un bougeoir de l'époque victorienne. Ces objets étaient très en vogue à l'époque. Il n'est donc guère surprenant de retrouver un article aussi sophistiqué de cette période. Le pot de Dorchester appartient à la catégorie des objets manufacturés incongrus. Ce sont des objets qui semblent bien trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Si nous acceptons que le pot ait 500 millions d'années, cela signifie que son créateur était très en avance sur son temps en termes d'artisanat et de technologie. Un mystère supplémentaire est que le pot porte la gravure d'une plante probablement disparue de la Terre
il y a plus de 100 000 ans, renforçant l'hypothèse de son incroyable ancienneté. Enfin, il semble que la plus ancienne carte d'Europe soit une pierre vieille de 4000 ans. Cette dalle de l'âge du bronze, découverte en France en 1900 dans un ancien cimetière, présente des gravures représentant en 3 dimensions le réseau du fleuve Odet, et ce avec une précision remarquable d'environ 80% sur une distance de 29 km. Il existe d'autres cartes gravées dans la pierre à travers le monde, mais celle-ci est unique car elle représente une zone spécifique à l'échelle. Les gravures de la dalle ne cartographient pas seulement les rivières et les collines, mais aussi les peuplements, les tumulus et les systèmes agraires. Les archéologues affirment que cette dalle n'était pas utilisée pour se repérer, mais plutôt pour symboliser un certain pouvoir. Les marques détaillées qui s'y trouvent auraient pu servir à représenter le domaine de la tribu dominante afin d'illustrer son contrôle sur le territoire. Lorsque leur chef a perdu le pouvoir, cette dalle a probablement été réutilisée comme partie d'une chambre funéraire. Cet artefact unique était conservé dans la cave d'un musée et pendant des décennies, il est resté inaperçu jusqu'à ce que plusieurs chercheurs, en lisant d'anciens rapports à son sujet, décident de l'examiner. Ils ont mené une analyse détaillée en utilisant des techniques 3D. Leurs recherches ont ainsi prouvé que les créateurs de cette dalle avaient non seulement gravé des lignes dans la roche, mais aussi modifié sa surface pour refléter avec une grande précision la topographie du paysage. Le cube de Salzbourg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, a été découvert à la fin du XIXe siècle en Autriche. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car il ne ressemble pas du tout à un cube. C'est plutôt un objet arrondi avec 2 côtés plats. Au milieu se trouve une rainure, et sa surface est couverte de fossettes et de cratères. Cette apparence unique a conduit beaucoup de monde à penser qu'il pourrait s'agir d'un objet extraterrestre. Des ouvriers ont accidentellement découvert cet artefact en faisant éclater une veine de charbon estimée à plus de 60 millions d'années. Le cube de Salzbourg a été déplacé entre différents musées, a mystérieusement disparu au début du XXe siècle, puis a finalement réapparu. Un professeur de l'université de Bonn a suggéré qu'il pourrait provenir d'une météorite. Cependant, aucune trace d'éléments normalement présents dans les météorites, comme le cobalt ou le nickel, n'a été trouvée. Les chercheurs ont ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, un bougeoir de l'époque victorienne, qui sait. Personne ne connaît la véritable histoire de ce cube, pas plus que son emplacement actuel. Eh oui, il a de nouveau disparu. Avez-vous entendu parler de l'empreinte de Meister ? Il s'agit d'une empreinte de sandales fossilisées découverte en 1968 qui a suscité énormément d'intrigues. Un trilobite se trouve à l'intérieur de l'empreinte. Or, ces créatures sont censées avoir disparu environ 500 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cependant, de nombreux historiens pensent que cette datation est exagérée. Lorsque Meister a découvert le fossile, celui-ci a été authentifié. Toutefois, le scientifique qui a procédé à cette authentification n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une empreinte de sandales humaines. Il a seulement reconnu la présence d'un trilobite. Un autre scientifique, en visitant le site, a découvert une empreinte de 15 cm qu'il pensait être celle d'un mocassin d'enfant, bien que ses chaussures aient semblé neuves. Alors, pourrait-il s'agir d'une trace de voyage temporel, d'un signe que les humains existaient des millions d'années plus tôt que nous ne le pensions, ou d'une preuve que quelqu'un d'autre a visité notre Terre primitive? Ou peut-être est-ce simplement une formation rocheuse qui ressemble à une trace de sandales? Toutes ces questions demeurent sans réponse. En juin 1936, un couple se promenait le long de Red Creek à London, au Texas, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un morceau de bois émergeant d'une ancienne formation rocheuse. Environ 10 ans plus tard, leur fils curieux décida de briser la roche pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il découvrit alors un marteau qui semblait étonnamment moderne. Par la suite, un passionné d'objets insolites estima que la roche enveloppant le marteau datait de la période du Crétacé. Cela signifierait que quelqu'un aurait laissé tomber un marteau du 19e siècle à une époque où des dinosaures comme le Triceratops étaient encore présents sur Terre. Si ce marteau datait réellement du Crétacé, cela remettrait en cause toute la théorie de l'évolution. Mais si ce marteau était moderne, cela signifierait que la formation rocheuse d'où il provenait était beaucoup plus récente que nous ne le pensions. La réponse était en réalité bien plus simple. Le marteau était effectivement moderne, et des processus géologiques l'avaient emprisonné dans la roche. Les minéraux peuvent se solidifier autour d'un objet en relativement peu de temps. Ainsi, ce marteau avait probablement été perdu par un mineur environ un siècle plus tôt, et la roche s'était formée autour de lui par la suite. Et non,
Ce n'était pas non plus un bougeoir de l'ère victorienne. Nous savons que les anciens Égyptiens étaient assez talentueux pour construire des édifices aussi grandioses que les pyramides, mais étaient-ils suffisamment intelligents pour mesurer la vitesse de la lumière? Une théorie circulant en ligne le suggère. Si vous comparez ces deux chiffres, vous verrez qu'ils correspondent parfaitement. Le premier est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et le second est la latitude de la grande pyramide de Gizeh. Alors, était-ce intentionnel ou s'agit-il juste d'une coïncidence? Heureusement, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, et non d'une autre théorie du complot. La grande pyramide n'est qu'un des nombreux endroits sur Terre partageant cette latitude. De plus, même si les Égyptiens étaient non parvenus à mesurer la vitesse de la lumière et avaient décidé de la garder secrète, ils n'auraient pas utilisé de mètre pour l'exprimer. Celui-ci n'a été défini qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les bâtisseurs des pyramides utilisaient une autre unité de mesure appelée la coudée. Une coudée équivaut à un pied et demi, soit 45 cm. Cette unité, basée sur la longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au bout du majeur, était répandue dans l'Antiquité. Ainsi, s'ils avaient voulu épater tout le monde en positionnant leurs pyramides à une latitude correspondant à la vitesse de la lumière en coudée, ils auraient dû construire leurs édifices emblématiques quelque part en Europe. Par ailleurs, l'astronome danois Ole Rømer, qui a mesuré pour la première fois la vitesse de la lumière en 1676, aurait été bien contrarié de découvrir que quelqu'un l'avait fait des siècles avant lui. Bien que les Égyptiens aient été en avance sur leur temps à bien des égards, ils n'ont jamais mesuré la vitesse de la lumière, ni employé de coordonnées de latitude et de longitude pour leur construction. La base de la grande pyramide de Gizeh peut sembler être un carré parfait, mais il s'agit en réalité d'une structure à 8 côtés, et non 4. Chacun de ces 4 côtés présente une légère indentation concave qui les divise uniformément de la base au sommet. La version officielle voudrait qu'un pilote britannique du nom de Groves ait été le premier à le remarquer en 1940, lorsqu'il survolait la pyramide. Il a pris une photographie montrant les ombres qui soulignaient ces indentations. Certains pensent que ces lignes ne sont visibles que depuis les airs et peuvent être mieux observées à l'aube et au crépuscule, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Cela a conduit à une étrange théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient même pu concevoir ces pyramides pour communiquer avec des visiteurs célestes. La pyramide de Khéops est l'une des 3 seules pyramides qui possédaient autrefois une porte pivotante. Cette porte, pesant environ 20 tonnes, pouvait être facilement ouverte de l'intérieur. Son ajustement précis la rendait presque invisible du dehors. Sans loquet ni poignée visible, seules de très légères aspérités dans la paroi extérieure dénotaient l'ouverture. Les 2 autres pyramides avec des portes similaires appartenaient respectivement au père et au grand-père de Khéops. La grande pyramide renferme également un vide caché d'au moins 30 mètres de long, découverte en 2017. Nous ignorons encore ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace, sa fonction exacte, ou s'il est le seul de ce type. Les chercheurs ont utilisé une technologie permettant de voir à travers les murs des cathédrales, des pyramides mayas et même des volcans, reposant sur une pluie naturelle de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides. En plaçant plusieurs détecteurs de muons autour d'une structure, les scientifiques peuvent cartographier ces éléments solides et ces zones vides. Une équipe a placé des détecteurs de muons à l'intérieur de la pyramide de Khéops, collectant des données au fil des mois. Les scientifiques ont analysé à de nombreuses reprises des échantillons du mortier utilisé pour construire les pyramides. Bien que nous en connaissions la composition, la technologie moderne ne peut toujours pas le reproduire. Ce mortier, principalement composé de gypse traité, n'était pas utilisé comme le ciment actuel de nos briques, mais servait à soutenir les joints entre ces pierres massives lors de leur mise en place. Environ 1 demi-million de tonnes de ce mortier auraient été nécessaires pour construire la grande pyramide de Khéops. Ce mortier fait de gypse est plus robuste que les pierres elles-mêmes et a résisté pendant des millénaires. Les 4 côtés de la pyramide de Khéops sont alignés avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 4 minutes d'arc près, soit un 1/15 de degré. Les architectes y parvenus sans outils modernes tels que des drones ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce prodige d'architecture. Peut-être utilisait-il l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Dash a récemment proposé une idée nouvelle et plus simple.
les Égyptiens auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Celle-ci se produit 2 fois par an, lorsque le Soleil traverse le plan équatorial terrestre, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour éprouver sa théorie, Glenn Dash a conduit une expérience le 22 septembre 2016, premier jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale appelée gnomon, dont disposaient les Égyptiens, pour projeter une ombre. Puis il en a suivi la pointe à intervalles réguliers, formant une courbe régulière. En reliant 2 points de la courbe au moyen d'une corde tendue, il a créé une ligne presque parfaite d'est en ouest. Dash a observé que lors de l'équinoxe, la pointe de l'ombre se déplaçait en ligne droite, suivant presque parfaitement la direction est-ouest, avec une légère déviation dans le sens anti-horaire, similaire à celle observée dans les pyramides. Bien que l'expérience ait été menée dans le Connecticut, Glenn Dash estime que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Tout ce dont les Égyptiens avaient des besoins, c'était d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Cependant, ils nous ont laissé peu d'indices, et aucun document d'ingénierie n'a été retrouvé qui explique leur méthode. Ainsi, bien qu'ils aient pu utiliser des ombres pour se repérer, rien n'est moins certain. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment ces lourds blocs de pierre étaient acheminés vers les sites des pyramides, et ils pourraient enfin avoir la réponse. Une équipe chercheur de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington a découvert que 31 pyramides avaient probablement été construites le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est maintenant enseveli sous le désert et les terres agricoles. Pendant des années, les archéologues ont pensé que les anciens Égyptiens devaient utiliser une voie d'eau à proximité pour transporter les matériaux, les équipements, les personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie d'eau par rapport au site de construction. L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie radar par satellite, des cartes historiques, la prospection géophysique et des carottages de sédiments pour cartographier cette branche du fleuve. Ils pensent qu'elle a été ensevelie suite à une grande sécheresse et au fil des tempêtes de sable il y a des milliers d'années. L'équipe est parvenue à plonger sous la surface sablonneuse et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières cachées et des structures anciennes situées au pied des collines où se trouvent la plupart des pyramides égyptiennes. La découverte de cette branche fluviale disparue aide à expliquer la forte densité de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est à présent une zone inhospitalière du Sahara. L'Égypte n'est pas le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde. Ce titre revient à son voisin méridional, le Soudan, qui en possède entre 200 et 255, comparé aux modestes 138 pyramides d'Égypte. Ces pyramides soudanaises ont été construites par les habitants du royaume de Kouch, une ancienne civilisation qui régnait sur les terres en amont du Nil il y a plusieurs siècles. Ils ont commencé à ériger des pyramides environ 500 ans après que les Égyptiens aient cessé de le faire. Bien que leurs pyramides soient beaucoup plus petites que celles d'Égypte, de 6 à 30 mètres, contre 138 mètres pour celles de Khéops, elles ont été construites dans des buts similaires. Les archéologues continuent de travailler pour comprendre comment les pyramides soudanaises ont été construites, combien de temps il a fallu pour les achever, et ce qu'il est advenu de cette civilisation